Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut, je vous propose un hors-série spécial avec PrestaShop. J'ai reçu Sinalia, qui est un groupement sous forme de coopérative de bijoutiers et d'horlogers indépendants. Le premier groupement d'horlogers et de bijoutiers indépendants en France qui fait plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le principe d'une coopérative, c'est simple, c'est des indépendants qui se retrouvent ensemble pour trouver des synergies sur des sujets spécifiques. Là, en l'occurrence, le digital. Et ces indépendants, il y en a plus de 200 pour 350 points de vente en tout, mais 200 associés au sein de cette coopérative. Et le sujet de cet épisode est passionnant, c'est la rationalisation e-commerce et la digitalisation de ces 350 points de vente et donc de ces 200 associés pour accélérer la vente en ligne pour Julien Dorcel, pour la Guilde des Orfèvres, pour Montrenco, bref, pour des acteurs physiques, présents, connus de tous et pour accélérer sur le digital. Donc, on aborde avec Mathieu et Sophie le sujet de cette transformation digitale, un sujet passionnant. Ils sont passés de Magento à PrestaShop en multi-site et gestion depuis un back-end PrestaShop via le PIM Akeneo pour la partie produit et OneStock pour la partie orchestration de commandes. Bref, un sujet passionnant parce qu'on comprend, j'apprends, je découvre, je creuse le sujet de la coopérative et de ses enjeux et ensuite évidemment de cette transformation digitale. Allez l'écouter, Sinalia sur Le Panier. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Sophie Gély et Mathieu Recheton qui travaillent chez Sinalia, un groupement, le premier groupement sous une forme de coopérative de bijoutiers et d'horlogers indépendants. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent. Bonjour. Un épisode que je vous propose en partenariat avec PrestaShop. On va raconter une très très belle histoire aujourd'hui. On va raconter une histoire de rationalisation e-commerce pour un groupement d'indépendants, une coopérative qui regroupe plus de 350 points de vente et en tout à peu près 200 associés. Donc ça veut dire que vous avez, au cours des 2 dernières années, rationalisé l'écosystème digital et le e-com pour 200 entreprises, 200 indépendants. Exactement, c'est tout le challenge de la coopérative. Formidable. Toi, Sophie, tu es en charge de la DSI et toi, Mathieu, tu es en charge du e-com. C'est ça. Vous êtes passé de Magento à PrestaShop lors de cette refonte. Toi, Mathieu, tu avais une belle expérience PrestaShop et c'est à ce moment-là que tu as rejoint le projet. Un projet que, si j'ai bien compris, Sophie, tu avais initié pendant le Covid, puisque tu as écrit le cahier des charges en novembre 2020, c'est ça, le cahier des charges. C'était une vision, tu as posé une vision de l'organisation digitale et du e-com ? C'était un souhait d'harmonisation surtout. Donc on avait en fait 2 sites e-commerce à la base, Julien Dorcel et Guilde des Orfèvres, qui étaient sous Magento. On voulait rationaliser les outils, donc on voulait réintégrer aussi notre autre site Montrenco qui était lui-même sur un autre CMS spécifique et du coup on voulait tout harmoniser parce qu'on a des petites équipes dans notre coopérative et donc on souhaitait absolument travailler sur un seul outil pour gérer les 3 sites e-commerce. Un seul outil pour gérer les 3 sites e-commerce pour les 200 indépendants. Exactement. Enfin les 350 points de vente et les 200 associés indépendants. Oui. Ce qui est un gros enjeu, on l'abordera aussi. Vous allez d'abord me dire ce que c'est qu'une coopérative, mais nous, on l'a vu pour certains de nos clients horlogers qui sont lancés dans l'e-com aussi pendant le Covid. L'indépendant ne voit pas toujours d'un bon œil un site e-com qui arrive, surtout quand il est en concurrence avec 199 autres associés. Mais peut-être vous allez m'expliquer ce que c'est une coopérative ? Alors une coopérative, donc c'est un groupement d'indépendants, donc ce sont vraiment des sociétés, des associés qui adhèrent à une coopérative pour bénéficier de services
notamment donc les sites e-commerce lorsqu'on a des enseignes. Donc nous, dans notre coopérative, on a 3 enseignes qui ont des positionnements un peu différents. Julien Dorcel, Guilde des Orfèvres et Montrenco. Et on a aussi des associés qui n'ont pas d'enseigne. On a donc des sites internet. La bijouterie Laurent du coin. Bijouterie Laurent du coin, etc. Okay. On a des associés qui ont les 3 enseignes, d'autres qui n'ont qu'une seule enseigne, d'autres qui... Voilà, tous les profils sont possibles, on a toutes les configurations possibles. Mais du coup, on a plusieurs niveaux d'association dans la coopérative. Il y a donc l'indépendant qui un jour décide de rejoindre le réseau, admettons, Julien Dorcel. Alors, l'un de vous deux va dire Gido, je crois, pendant l'épisode. Ça arrive d'arriver. Gido, c'est Julien Dorcel. C'est le langage interne. Le langage interne. Donc, un bijoutier indépendant un jour décide de rejoindre Julien Dorcel. C'est un premier niveau de... En fait, tous les associés sont au même niveau, mais ensuite, ils ont des contrats un peu différents selon, justement, qu'ils prennent une ou plusieurs enseignes, ou aucune enseigne, d'ailleurs. Mais du coup, la marque Julien Dorcel, elle appartient à qui ? À la coopérative. Sinalia. C'est ça. D'accord, ok, compris. Oui, parce que le nom de la coopérative, c'est Sinalia. Le nom de la coopérative, c'est Sinalia, qui détient 3 marques et que les indépendants... voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans une cotisation ? Il y a donc justement tout ce qui est offre, catalogue de Noël, toute la PLV des offres nationales qu'on va avoir. Après, on travaille quand même avec des indépendants, donc ils sont libres de fixer leur prix. Voilà, nous, la coopérative fait des recommandations. On va avoir des recommandations sur un assortiment de produits à avoir en magasin, par exemple, qui sont plus ou moins fortes selon les enseignes. Chez Julien Dorcel, on va être plus proche d'un même assortiment commun dans tous les magasins, alors que chez Guilde des Orfèvres, les associés, en général, font un peu plus leur choix de produits, tout en ayant quand même un cœur commun entre les différents magasins. Le but, c'est aussi que sur le site Guilde des Orfèvres ou Julien Dorcel ou Montrenco, on retrouve quand même la plupart des produits qui vont être en magasin, mais pas forcément. Donc on peut avoir des produits en ligne qu'on ne retrouvera pas dans un magasin, mais qu'on retrouvera dans un autre. Ok. En 2020, tu poses les bases de ce cahier des charges. Il y a un nom de code, Figitalia. Ouais, Figital, donc c'est la contraction de digital et physique. Ça, c'est vraiment aussi notre sujet au cœur de la coopérative. Et comme tu le disais, le site internet, c'est potentiellement un concurrent parce que nous, donc, on gère énormément de sociétés différentes. Donc, en effet, le site internet, c'est pas la même société que tous les autres associés de la coopérative. Mais le but de la coopérative, c'est de faire marcher nos magasins. Les associés de la coopérative, eux, ils détiennent des magasins, pas des sites internet. Aujourd'hui, avoir un site internet, c'est obligatoire. Donc, pour nos enseignes, on a un site internet, mais le but, c'est quand même de faire du Figital au maximum. Et Figitalia, pour la contraction de Figital, et de Sinalia, pour bien montrer... Et apporter tous les services, tous les bienfaits du digital au magasin. C'est ça. Je reviens juste, pardon, je me suis jamais posé la question, mais dans la coopérative, il y a des associés, et ce sont les 200 associés ? Alors après, ils élisent un collège de pairs qui va se retrouver dans une sorte de comité d'administration qui va prendre les décisions stratégiques. Donc il y a une élection entre tous ces associés pour élire un groupe de pairs qui va porter la voix. Et le poids de la décision dépend de quoi ? Alors, donc, toute la gouvernance de la coopérative, c'est donc un conseil d'administration avec un président qui a un mandat de 5 ans ou 4 ans. Élu par les associés ? Élu par les associés, exactement. Okay. On a une assemblée générale pour voter les comptes tous les ans. Donc, il y a de l'administratif et du très formel. Et ensuite, on a des commissions qui sont donc des groupes de quelques associés qui vont travailler plus spécifiquement pour Julien Dorcel, pour Guilde des Orfèvres, pour Montrenco, pour la partie produits. Comme je parlais tout à l'heure de la sélection de produits, on va avoir un groupe qui va travailler plutôt sur la sélection de produits, un autre sur justement les opérations commerciales, etc. Donc on a une équipe de permanents au siège de la coopérative qui travaille en permanence avec les associés sur certains sujets qui vont faire valider toutes les opérations, le spot vidéo, etc. Alors, je pose ça en préambule de ma question suivante. Là, vous dans ce projet Figitalia et dans cette approche digitale, vous allez bosser avec plein d'associés différents, plein de boîtes différents, pour lesquels il peut y avoir des frictions à ce projet. Pourtant, c'est eux qui l'ont initié, puisqu'ils sont associés de la coopérative. Alors, notre but à nous, les permanents, c'est de lancer des idées, des projets, et surtout d'écouter leur challenge à eux en magasin,
et de proposer des choses au niveau national, justement. Et pendant le Covid, c'était assez évident que, comme tous les magasins étaient fermés, puisque commerce non essentiel, toutes les bijouteries ont fermé, le site internet a fermé un moment, puis on a réussi à le rouvrir, puis on a voulu lancer du click and collect, etc. Donc en fait, de toute façon, tout le monde était persuadé qu'il fallait passer à la phase d'après, à la phase un peu plus digitale. Accélérateur de... Ouais, on n'était pas très en avance. On faisait des envois de mails avec des macros pour du click and collect. C'était très manuel, c'était très chronophage. Et donc, on est passé à la phase d'après en lançant justement ce chantier-là en novembre 2020, en étant persuadé que justement, il fallait s'armer un peu plus pour les années à venir. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Laurent, il y a en effet sur l'ensemble des associés de cette coopérative, il y en a qui sont vraiment partie prenante à fond sur le projet, voilà, qui sont vraiment moteurs. Et puis en effet, il y en a quelques-uns qui peuvent être un peu réfractaires au changement parce que ça bouscule leurs habitudes. Après, c'est le travail de la coopérative dans son ensemble, l'ensemble des services, de voilà, montrer les avantages. Nous, on essaie de fournir les outils les plus simples pour ces associés. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si compliqué. Donc, c'est vraiment juste une question de culture de changement, quoi. Donc, j'imagine qu'il y a une épiphanie il faut qu'on accélère sur le digital quand les magasins ferment. Mais les indépendants ne voient pas le digital comme un concurrent ? Si. Mais alors, du coup, nous, tout notre objectif, c'est de réfléchir à un système de rétrocession, de commission, d'intéressement financier, justement, à tout le chiffre d'affaires du site internet. Dès qu'on a un click and collect ou une expédition à partir du magasin sur une vente du site internet, on organise, on a un gros système de rétrocession au magasin, justement, pour que les vendeurs aussi, puisqu'il n'y a pas que les associés, il y a aussi tout le personnel en magasin. Le but, c'est qu'ils accueillent bien un client qui vient chercher un click and collect ou qu'ils fassent un joli paquet quand ils font une expédition pour le site internet à partir de leur magasin. Donc, il faut que ça rentre dans leur chiffre d'affaires parce que du coup, ça va rentrer dans leur prime de collaborateurs dans les magasins. On y viendra un peu plus tard, chères auditrices, chers auditeurs, mais l'enjeu du commerce unifié quand tu as 200 indépendants, si c'était ton propre réseau plus quelques franchisés et ton site internet, ce serait bien, mais là, en termes de... Alors, ce sera toi qui es Mathieu, je pense qu'il nous en parlera tout à l'heure, mais ça doit être un sacré enjeu. Pour rester sur le système de commission, cette initiative, c'est la coopérative, donc j'imagine qu'il y a une part de rémunération de tous les associés sur une vente, et ensuite une rétrocession ou une commission à la boutique qui va effectuer la vente. Exactement. Mais comment tu choisis la boutique ? Alors, c'est pas moi qui choisis, c'est le client. C'est le client qui va choisir son point de retrait. En click and collect ou OK. Quand c'est une expédition à partir du magasin, c'est notre orchestrateur de commande qui va... One Stock. Voilà, exactement. One Stock qui va permettre de capter à tous les magasins qui sont éligibles, donc selon les critères qu'on a définis. Donc le premier critère, évidemment, c'est d'avoir le produit en stock. Et puis, ensuite, le magasin va pouvoir capter la commande et donc la préparer pour le client. Alors, je te sens venir sur la question des orchestrations. Il y a par exemple, une des règles premières, c'est que nous, il y a tout un programme de fidélité au sein de nos enseignes. Par exemple, un magasin qui va être priorisé, c'est le magasin auquel j'ai adhéré en termes de programme fidélité. Donc, par exemple, je souhaite commander une bague et je suis affilié au magasin de Mulhouse. Et justement, je veux me faire livrer dans ce magasin-là. On va proposer prioritairement la commande au magasin de Mulhouse. Si Mulhouse ne peut pas l'honorer, à ce moment-là, on passera à d'autres magasins. Il y a tout un ensemble de règles qui sont proposées, un petit peu d'enchères pour... Et ça, c'est One Stock qui le gère ou c'est PrestaShop ? C'est One Stock. D'accord, c'est le même principe que quand tu commandes un Uber, c'est le premier qui prend et qui a la meilleure note et ainsi de suite. Il y a un ensemble de critères. Exactement. Ok. Et s'il n'y a pas de carte de fidélité ? À ce moment-là, c'est au premier magasin qui sera donc capable d'honorer la commande et puis la saisir. C'est-à-dire qu'eux reçoivent une alerte et c'est le premier qui la prend. First come, first serve. Voilà. Le premier qui lève la main. C'est ça, exactement. Exactement. Ils ont les informations sur le détail de la commande ? Ah oui, Alors, oui. je prends un peu d'avance, mais quand je parle d'informations, je parle par exemple de promotion. Oui. On leur a mis justement, parce que le sujet de la promotion sur Internet par rapport au prix des magasins, c'est un très gros sujet chez nous, puisqu'encore une fois, on n'a que des indépendants.
Donc on a quelquefois des remises sur le site internet qui sont propres au site internet. C'est rare, mais ça arrive. Et donc, on veut que nos magasins soient en capacité d'accepter ou de refuser. Attends, donc j'ai une promo en ligne uniquement sur Internet, à moins 5% sur une petite toquante. Exactement. Mais si je choisis du click and collect, il faut que j'aille chercher dans un magasin. Et lui, il n'aura pas forcément eu la promo, du coup. Le magasin est informé qu'il y a eu une remise sur cette commande. Ouais. Il voit le prix, il connaît son prix à lui et il voit le prix auquel le produit a été vendu sur Internet. Il est libre d'accepter ou de refuser de servir cette commande. S'il ne la sert pas, on va la servir ailleurs, par notre entrepôt qui va livrer le client ou qui va livrer le magasin pour qu'il la remette au client. En sachant qu'il y a quand même une distinction sur les services qu'on propose. Il y a ce qu'on appelle le click and collect dit standard. Ça, c'est-à-dire que le magasin n'a pas le produit en stock. Nous l'avons chez nous, donc chez Sinalia. On l'envoie à ce magasin-là et le client peut le récupérer en 2-3 jours. Donc ça, c'est notre stock à nous. Sinalia, c'est le stock Sinalia. Donc là, le bijoutier, lui, en fait, on va dire, alors c'est très péjoratif, mais fait point relais colis, en fait. Il reçoit la marchandise, il l'emballe bien, parce que nous, on envoie un colis standard, et puis il la remet au client. Et puis après, il y a le Click and Collect Express. Donc ça, c'est un retrait en 2 heures. Et à ce moment-là, ça se base sur le stock du magasin en tant que tel. C'est l'intérêt de One Stock de pouvoir nous faire remonter tous les stocks des magasins en direct. Donc on sait que le magasin là, on peut le proposer en 2 heures. Par contre, en effet, si le client a bénéficié d'une remise sur le site, parce qu'on a fait une promo exceptionnelle de moins 20%, en effet, le bijoutier, lui, il sort un bijou de son stock et il le vend à moins 20%. Et à ce moment-là, il a le choix de refuser éventuellement d'honorer cette commande, parce que lui, ça ne l'intéresse pas de vendre à moins 20%. Donc voilà, il y a ces 2 aspects dans le click and collect, il y a le standard et le express. C'est un enjeu quand même, parce que tu fais du change pour le groupe, mais ton utilisateur final, il s'en fout que, tu vois. Totalement. Il a vu Gido, il a vu Julien Dorcel, il a fait sa commande en ligne, il va la chercher en magasin. C'est ça. Il se fiche de savoir d'où vient le produit. Bah oui. S'il vient du magasin ou pas. Ça arrive souvent ? J'imagine que non. Ça arrive. Ça arrive, ok. Ça arrive, et dans ce cas-là, le but, c'est d'expliquer aussi au magasin que le client est venu dans son magasin et que lui, il a renvoyé le client ailleurs, dans un autre magasin potentiellement, ou sur un site concurrent. Donc, c'est dommage, mais ça arrive. Et en fait, il n'y a que des avantages, parce que souvent l'associé va se dire, bah oui, mais moi, le produit, je le baisse de prix de moins 20%, sauf que la plupart du temps, les promotions, il ne faut pas se cacher, c'est sur des produits qui ne sont pas des nouveautés, c'est souvent éventuellement des fins de collection, que c'est tout l'intérêt éventuellement de se débarrasser d'une référence un peu ancienne pour pouvoir la remplacer en vitrine par une nouveauté, ce qui est quand même plus attirant pour le client. Et puis également, moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, un client qui vient, qui a passé sa commande, il est déjà acquis, entre guillemets, et là, le magasin a la possibilité de pouvoir faire une vente additionnelle ou de le fidéliser de par son accueil, la qualité du service, etc. Donc oui, il y a l'aspect monétaire. Ah, j'ai vendu ma montre à moins 20%. Oui, mais regarde tout ce que ça t'apporte en plus en termes de service que tu proposais, l'image de marque. Enfin, c'est un client que tu peux gagner et qui reviendra dans ton magasin. C'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, et du coup, j'ai envie de remonter d'un cran juste pour bien comprendre ce qui se passe en novembre 2020. Tu es mandaté pour réfléchir à l'avenir du digital dans le groupe, ou c'est une proposition? Quelle est ta feuille de route et quel cadre on te fixe? Tu vois ce que je veux dire? Quelle est ma feuille de route? Ma feuille de route, c'était là, ça marche pas. Nos sites Julien Dorcel et Guilde des Orfèvres, donc qui étaient sur Magento, ils étaient vieux. On était sur une vieille version. De toute façon, il fallait qu'on les change. Et en plus, donc, on avait vécu le Covid, la fermeture des magasins. Il fallait changer, et il fallait qu'on réintègre aussi le site Montrenco pour justement avoir un outil commun et avoir une seule équipe qui gère nos 3 sites. Donc moi j'étais mandatée parce que je suis la chef de projet global de la coopérative, on va dire, et donc dès qu'il y a un projet qui met en scène des technologies, c'est moi qui gère. Voilà, donc j'avais un peu de temps en novembre 2020, donc j'ai lancé ces 2 appels d'offres sur l'orchestration de commandes et sur la refonte des 3 sites e-commerce. Et on te fixe un cadre? En termes de le résultat, ça doit apporter de la notoriété, driver du trafic, un catalogue unifié en ligne. Quel est le... C'était le but, c'était quand même d'assurer l'omnicanalité de nos sites et que ce soit gérable par nos équipes, par l'équipe de Mathieu, de manière rationnelle, simple et fluide. Et donc on est 3 sites proches techniquement, pas forcément du point de vue des utilisateurs, mais en tout cas techniquement, qu'on n'ait pas
On n'est pas 3 sites très différents avec des règles très différentes et des technologies différentes. Mais bon, là, c'est la DSI qui parle. Le but, c'était vraiment d'avoir un outil qui permette de tout gérer. Ok. Je l'ai pas dit en intro, mais alors 350 points de vente, il y en a 250 qui sont sous enseigne, donc Julien Dorcel, Guilde des Orfèvres ou Montrenco, une centaine d'indépendants, la bijouterie ou l'horlogerie du coin, quoi. Pour 200 associés, un chiffre d'affaires global sur le j'allais dire le groupe, mais le groupement ou la coopérative de 250 millions d'euros. C'est pas une petite machine. C'est pas une petite machine, mais la partie web peut être une petite machine. Enfin, c'est comme on le disait, nous, le but, c'est quand même de promouvoir les magasins, donc d'avoir une enseigne avec une notoriété, pas uniquement sur le web, mais en tout cas, forcément, il faut être présent sur le web. Notre but, c'est pas de pousser le chiffre d'affaires du web à fond. Alors évidemment, on a envie que nos sites réussissent et fassent des beaux chiffres parce que c'est toujours plus satisfaisant. Mais le but, c'est vraiment de pousser l'enseigne et d'être présent. Donc après, c'est des vases communicants dans la coopérative. Donc si le site fait beaucoup de chiffres, de toute façon, on finira par le réinvestir dans la coopérative pour servir les associés. Et voilà, le but, c'est pas de faire du revenu absolument pour la coopérative, mais c'est d'être présent et d'être plus présent que nos concurrents qui sont justement hors coopérative, les autres enseignes. Et du coup, le rôle de la centrale est au service des magasins. Et quand tu te lances dans le projet, tu as 200 clients, en fait, 200 clients internes, qui ont chacun, c'est ça. 200 les 200 associés. Chacun leur vision, chacun leurs exigences, chacun leurs priorités. Ouais, tout à fait. Chacun leurs clients aussi. Oui. Et qui tiennent vraiment à ce que justement les clients de leur magasin sur Internet voient leur magasin. C'est-à-dire que si je suis au Pays Basque, par exemple, et j'ai mon Julien Dorcel, ou même j'ai plusieurs Julien Dorcel autour de moi, qui potentiellement appartiennent au même associé ou pas, mais en tout cas, ils sont habitués à aller dans ces magasins-là, et l'associé va considérer que ce client-là, s'il va sur Internet, il faudrait qu'il voit en fait en priorité ses magasins habituels, ce qui paraît logique. En fait, là, on va arriver sur un site Julien Dorcel qui est le site Julien Dorcel de l'enseigne nationale, sans parler forcément du Pays Basque ou de la Bretagne. Enfin voilà, on a un maillage national qui est assez intéressant. Et ça, c'est un peu une frustration pour nos associés de se dire mais c'est pas mon magasin qui est mis en avant sur la page d'accueil du site. Non. En revanche, après, dans le tunnel d'achat et dans le compte du client sur le site, on parle beaucoup du magasin de rattachement. Quand on va choisir un click and collect, justement, on va proposer en premier le magasin de rattachement du client. Sur notre programme de fidélité, on a aussi le magasin de rattachement du client, etc. Donc, c'est quand même un sujet qu'on essaye de pousser au maximum. Et d'ailleurs, on voit que les magasins sont a priori bien poussés en avant parce qu'on a des taux de click and collect hyper importants. J'allais le dire, ouais, vous êtes passé de 5 à 40%. Oui, alors pas sur toutes les enseignes, mais sur une enseigne, oui. Et donc, c'est vraiment le résultat de la refonte du site, de la mise en avant des magasins, de la transformation du tunnel d'achat, de la mise en avant des stocks des magasins aussi. Donc voilà, c'est le résultat de plein de choses. Donc même si les associés sont parfois un peu frustrés, on a quand même réussi à faire au mieux pour allier l'enseigne nationale et la partie locale. Mathieu. Alors, je précise parce qu'en effet, les bijoutiers souhaitaient qu'on arrive directement sur bijouterie localisée. L'avantage aujourd'hui quand même que nous offrent les sites qu'on a mis en place, c'est que chaque magasin a néanmoins au sein du site et lors du parcours d'achat une page magasin dédiée. S'affiche magasin avec l'ensemble des informations, les horaires, parce que chaque magasin a un peu des horaires différents. Également les marques qu'ils proposent en magasin. Donc on peut vraiment spécifier pour chaque magasin les marques qu'ils proposent, parce que c'est pas tout le temps les mêmes marques. Et puis également les services, puisque certains magasins par exemple font du perçage d'oreilles et pas d'autres. Donc mine de rien, au sein du site internet, chaque magasin a sa propre page bien spécifique, avec pareil la possibilité d'apporter du texte, du contenu texte. Fait sur mesure parce que et chaque magasin peut le faire. Chaque magasin peut le faire. Alors on s'occupe nous de l'intégration de ces données, mais chaque magasin peut nous contacter. Pareil, il y a une photo aussi du magasin, donc moi je suis preneur des photos de vitrine parce que chaque magasin est différent et c'est vrai que pour quelqu'un qui habite par exemple Orléans,
de voir, ah bah oui, c'est dans la rue, derrière la cathédrale, etc., ça crée tout de suite du lien, de la proximité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on leur apporte et qu'eux n'ont pas à gérer s'ils avaient chacun leur propre site. C'est l'avantage de la coopérative et de leur fournir ces sites-là avec ces pages dédiées. Ton équipe, t'as combien de personnes ? Aujourd'hui, j'ai une webmaster, 2 rédactrices fiches produits, parce qu'on a un énorme catalogue, je pense qu'on en parlera après, et puis également une partie service client avec bientôt 2 personnes. Actuellement, il y a une 2 personnes. Donc c'est une toute petite équipe. Et quand tu as 200 clients qui t'écrivent le 6 novembre en te disant attention, les fêtes arrivent, mets à jour, ou voilà les informations pour la mise à jour de la fiche de mon magasin. Eh ben, nous sommes à leur service. Ok, c'est un enjeu quand même. Ah bah oui, tout à fait. Mais c'est ça qui fait la beauté du challenge. Et au contraire, moi, je préfère... les sites, c'est la fierté de mon service et puis de la coopérative. Moi, je souhaite que voilà, les images magasins soient à jour, que les infos soient à jour, etc. Donc, au contraire, moi, je suis preneur. Après, ça fait des pics d'activité, mais on est là pour ça. Quel type de friction, ou disons dans le change que vous avez dû faire avec les associés et les boutiques, où est-ce que vous avez rencontré de la difficulté ? Clairement sur la propriété des clients, à qui appartiennent les clients qui sont sur Internet, qui vont sur Internet ou qui viennent en magasin, parce qu'en même temps on a mené aussi tout le changement des programmes de fidélité. Donc, sinon c'était trop simple. Ouais. On aime bien les défis. Et donc en effet on a en fait mis en commun tous les clients de la base, de chaque enseigne en fait. Et donc ça, c'est vrai que c'était un gros changement pour chaque associé de mettre en commun ses clients avec ses collègues, les collègues de la coopérative, bien sûr. On ne mélange pas non plus les clients entre les enseignes, donc on reste vraiment au sein d'une même enseigne. Mais donc en effet, le client du site internet, ça peut être le client qui allait dans un autre magasin ou qui est en vacances, etc. Donc vraiment la propriété de la base client, et en plus avec le RGPD, etc. De toute façon, c'est un sujet du moment. Oui, il faut cloisonner. Ouais, exactement. Et donc voilà, donc ça c'était un sujet un peu sensible. Après, il y a évidemment, dès qu'on touche au chiffre d'affaires, bien sûr, donc le chiffre d'affaires du site, le chiffre d'affaires des magasins, mais bon, là, on arrive à faire des systèmes de rétrocession qui sont assez intéressants pour les magasins et les vendeurs, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, et puis après, c'est l'utilisation d'un nouvel outil, l'accueil d'un client quand on a déjà ses propres clients dans le magasin à servir, et quelqu'un qui va chercher un click and collect, voilà, on a peut-être envie de le recevoir moins patiemment. Mais tout ça, de toute façon, donc une grosse conduite du changement. On a fait plein de visios pour justement former les collaborateurs des magasins, leur rappeler que ça rentrait dans leur chiffre d'affaires et donc dans leurs primes, etc. Et puis voilà, ça se fait bien. Mais donc du coup, dans la gestion du changement, c'était des visios avec les boutiques, sur l'utilisation des outils, sur de la... Okay. Exactement, le rappel de la philosophie. C'était des open visio, donc vous pouvez venir autant de fois que vous voulez, tant que vous avez des questions, avant avoir eu vos premiers cas, après avoir eu vos premiers cas, si vous avez... voilà, c'était donc un lien Zoom tous les mardis matins, et voilà, et tout se connecte. Qui faisait la présentation ou la formation ? On a une personne qu'on avait recrutée justement pour nous aider sur ce sujet-là particulièrement, et moi en animatrice. En animatrice, ok. 350 points de vente, on parle de quoi ? De 1 à 3, 4, 5 personnes par point de vente ? Oui. C'est ça. Parfois, c'est... Ouais, pardon Sophie, en sachant qu'il y a aujourd'hui, alors ça c'était lancer le projet, et aujourd'hui maintenant il y a un challenge au quotidien. De run. Ouais, de run, parce que mine de rien dans les bijouteries, le personnel peut être amené à changer. Donc les personnes qu'on a formées partent sur d'autres aventures professionnelles, et la nouvelle vendeuse ou vendeur qui arrive en magasin, lui, n'est pas formé aux outils. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une surveillance quotidienne à faire, puisque par exemple sur un click and collect express, nous on a un délai à respecter auprès du client, puisqu'on lui fait une promesse de retirer son produit en 2 heures. Donc moi, j'ai régulièrement des commandes qui sont dépassées en termes de délai. Et donc là, il faut appeler le magasin en disant vous n'avez pas vu la commande XY, vous voyez bien qu'elle clignote, il faut la préparer, le client va arriver. Et là, on peut tomber sur bah oui, mais moi je suis nouvelle, je suis arrivée il y a 1 semaine, on ne va pas expliquer. Donc là, à ce moment-là, faut... Voilà. Mais donc il y a aujourd'hui au quotidien, mine de rien, une gestion à faire. Et c'est pour ça qu'on est amené à être au quotidien avec nos associés, ce qui n'était pas le cas avant. Ok. Ils ont eux-mêmes encore la possibilité de faire des actions marketing en local, j'imagine. Ils le font pas, ils le font plus. Pour les magasins qui sont sous enseigne, il faut que ça passe par l'équipe de communication, c'est mieux. Ok. Ouais, pour les ciblages de clients, etc. Pour être sûr de respecter justement le consentement donné sur tout ce qui est opt-in. Ok.
Tu parles uniquement de marketing digital, du coup, je pensais à Flyer ou autre, mais en fait, là où je veux vous emmener, ou la question que je vais vous poser, c'est ce que l'un de vous deux disait tout à l'heure. Quand un client cherche, je sais pas, bijouterie peau, il va trouver Julien Dorcel dans les résultats de recherche. Le site, c'est arrivé sur le site, tu as peut-être une page spécifique, mais tu as aussi Google My Business qui, et c'était le souhait. Je crois que c'est toi, Sophie, qui disait ça, que des associés, des indépendants, ils veulent attirer localement et physiquement du client. Ouais, alors on a aussi harmonisé toutes les fiches Google My Business. Ça, c'était un projet d'avant, pour justement que toutes les annuaires et évidemment toutes les fiches Google My Business aient à peu près le même nom, Julien Dorcel, etc., que les horaires soient à jour. Et là, pour le coup, chaque associé a la main pour mettre à jour ses horaires, les horaires exceptionnels, les dimanches ouverts, etc. Mais dans un outil en centrale ? C'est ça. Oui. Qui va ensuite alimenter Google My Business et nos sites. Donc ils peuvent directement mettre à jour leur fiche magasin sur le site depuis cet outil. Par contre, eux gardent la main sur tout ce qui est modération des avis type avis Google. Aujourd'hui, nous, on n'est pas en capacité, la coopérative, de gérer les avis de 200 et quelques magasins, voire un peu plus. Et puis d'autant plus on ne sait pas ce qui s'est passé en magasin quand un client laisse un avis négatif. Donc ça, par contre, eux gèrent la partie, leur propre avis. Pardon, j'étais en train de calculer le panier moyen, on peut le connaître ? Groupe, pas site. Admettons que ce soit, je sais pas, à 300 €, ça veut dire qu'il y a 750 000 commandes par an. Tout compris, hein, je parle web et boutique. On calculait juste 250 millions. Alors après, les paniers sont différents puisqu'on n'est quand même pas sur les mêmes gammes, voilà, le même placement, la même image. Montrenco, les montres sont plus chères que les bijoux. Julien Dorcel, on va être aux alentours de 70-80 €, pour donner un chiffre. Gilles des Orfèvres, c'est un positionnement un petit peu plus haut de gamme, donc on est plutôt autour de 100 €. Et puis sur Montrenco, c'est plus de l'ordre de 130 €. Ok, ouais. Donc ça fait un bon nombre de clients et potentiellement d'avis à traiter. Je partais de là. Dans les frictions, et avant d'entrer ensuite dans la tech, dans les frictions, j'imagine que quand tu te mets à jour en termes à la fois de serviciel mais aussi de tech, du digital, tu as plein de choses à gérer. Et par exemple, les retours. J'imagine que si tu achètes en ligne, que tu te retires dans un magasin A, mais que tu déménages dans une autre ville et que tu veux faire réparer ou échanger ton produit, comment est-ce que tu onboardes 200 indépendants sur ce sujet ? Ouais, les retours, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui n'était pas du tout géré, ni bien ni mal d'ailleurs, pas du tout. Et donc, en effet, un client qui achète sur Internet et qui a une livraison chez lui et qui voit un magasin de la même enseigne va être tenté de rapporter son produit dans ce magasin-là, sauf que le magasin dit « Attendez, je vais vous chercher. » « Bah non, je vous vois pas. »« Oui, mais j'ai acheté sur Internet. »« Ah !» Ouais. Ok, alors là, trou dans la raquette, on ne sait pas gérer. Donc en fait, on finit toujours par gérer, mais du coup, c'est pas forcément très bien fait. Et puis le client est un petit peu circonspect de la manière dont on l'accueille, ou voilà. Donc du coup, avec notre orchestrateur de commandes qui s'appelle donc OneStock, ça nous permettait aussi de gérer justement la visibilité des commandes sur Internet. Donc tous les magasins ont accès à toutes les commandes qui sont passées sur Internet. Donc, le magasin va y accéder et va pouvoir déclarer un retour. Et ensuite, une fois que le retour est déclaré, donc au moins nous, on sait qu'on doit rembourser le client et que le produit va être retourné. Donc, voilà, c'était un trou dans la raquette en moins. Un trou dans la raquette en moins. Et du coup, dans la conception, on peut retourner en novembre 2017. Dans la conception, il y a inscrire ces nouveaux sites, ces futurs sites dans le parcours d'achat. Un parcours d'achat qui a beaucoup évolué, surtout en 2020, mais ces dernières années, entre recherche online, purchase offline ou l'inverse, du coup, maintenant. Comment est-ce que vous avez abordé cela quand tu as commencé à travailler sur le projet Figitalia et le cahier des charges ? Est-ce que vous avez fait des interviews utilisateurs ? Vous êtes allé voir les clients en boutique ou les clients associés d'ailleurs pour comprendre un peu les parcours ? On s'est pas mal documenté. Enfin, on a regardé beaucoup ce qui se faisait. Après, on est tous aussi clients lambda sur Internet, quelle que soit l'enseigne, et donc on a un peu tous une notion de ce qui se fait aujourd'hui ou pas. Nos clients en magasin sont pas forcément les mêmes que sur Internet, mais au final, la tendance est quand même que, en général, un achat commence sur un smartphone dans un canapé ou sur un ordinateur et puis peut finir en magasin, soit pour le paiement et le retrait, soit pour juste le retrait.
Donc non, on n'a pas fait d'études plus poussées que ça, mais bon, le fait est qu'on ne s'est pas trop trompé a priori. Et il y avait déjà, comme tu disais tout à l'heure, un truc qui était cassé qu'il fallait réparer. Ok. Quelle est la stack technique aujourd'hui pour Signalia du e-com ? Donc PrestaShop, et on viendra tout à l'heure à la migration de Magento vers PrestaShop. Vous avez un PIM ? Oui. Ok, qui est ? Akeneo. Dans ce PIM, j'imagine qu'il faut imaginer des intégrations aussi à tous les alors bien sûr au site, mais à tous les ERP ou à tous les outils des indépendants, des associés. Je balaye du regard parce que je sais pas toujours qui va répondre à la question. Pardon. Allez, j'y vais, puisqu'on parle de stack technique. Donc le PIM, on l'a lancé avant cette refonte de site. On a mis le PIM Akeneo pour alimenter déjà nos 2 sites, Julien Dorcel et Guilde des Orfèvres. En sachant qu'on pouvait rajouter des canaux de distribution dans notre PIM là, pour intégrer Montrenco et potentiellement en effet un ERP, etc. Le PIM est arrivé après notre ERP, donc en fait au départ c'était l'ERP notre PIM. Ensuite, quand on a découvert la beauté du PIM et la magie et la souplesse du PIM, on s'en est beaucoup plus servi, on l'a bien enrichi et maintenant qu'on a réintégré donc le 3e site et qu'on a fait des liens Montrenco et des passerelles avec PrestaShop. Maintenant, le PIM a vraiment sa place de référentiel produit et c'est vraiment un super outil. Ouais, c'est une pierre angulaire du fonctionnement des sites aujourd'hui, le PIM. Le catalogue, c'est la base, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement. En sachant qu'on a quand même énormément de références, on est sur les 3 anciens, on a plus de 6000 produits. Alors, ce qui peut paraître peu par rapport à d'autres types d'activités, mais voilà, ce qui est quand même un volume important à gérer, avec tous les produits qu'il faut classer en fonction des offres promotionnelles, etc. Donc, le PIM nous permet cette souplesse et cette réactivité. Et de servir en web service, en API, le site, mais potentiellement aussi de s'interfacer du coup avec les logiciels des commerçants. Alors ça, c'est l'étape d'après. Alors restons sur le PIM un instant. Sur cette migration, cette mise en place du PIM, est-ce que tu as des enseignements à nous partager ? Il faut le faire, ça c'est sûr. Moi, j'en parle pas mal autour de moi parce que c'est pas forcément encore un sujet très étendu, très déployé. Pourtant, c'est vraiment d'une souplesse. Quand on connaît les ERP, rajouter une caractéristique de produit, c'est la galère. Alors que justement sur le digital, on a toujours besoin de rajouter un libellé long, un libellé court, une caractéristique. Nous, on a des montres et des bijoux. On a donc des caractéristiques très différentes entre nos produits. Si on veut rajouter le diamètre d'une paire de boucles d'oreilles, par exemple, dans le PIM, ça se fait en 2 minutes. Et puis les imports de produits, justement la mise à jour de tout le référentiel produit se fait hyper vite et c'est vraiment très souple. Et puis après, en effet, on décide de rationaliser au plus nos fiches produits en disant toutes ces caractéristiques-là techniques, objectives d'un produit, elles sont communes à tous les sites. En revanche, telle et telle caractéristique, on va les localiser, c'est-à-dire qu'on va dire que pour Julien Dorcel, ça va être telle info, et pour Guilde des Orfèvres, potentiellement, s'ils vendent le même produit, on va mettre une info différente, un libellé un peu différent, etc. C'est également le cas pour, par exemple, des visuels, puisqu'on peut avoir, par exemple, la même bague vendue sur Julien Dorcel et Guilde des Orfèvres, mais avec des mannequins différents, puisqu'on fait aussi, il y a toute une partie shooting, etc. Donc, il y a la possibilité dans le PIM de dire, voilà, ce visuel avec la mannequin blonde va sur le canal Julien Dorcel, et puis la mannequin brune va sur le canal Guilde des Orfèvres. Donc, on peut vraiment différencier au sein du PIM et spécifier... Alors, pas mal de critères. Juste pour être sûr de comprendre, tu dis va dans, mais c'est le site qui appelle le PIM et qui appelle les infos qui correspondent à Julien Dorcel ou à... Ouais, ok, d'accord. Donc, il faut le faire. C'est la pierre angulaire, mettre en place un PIM. Et moi, je le répète assez souvent à mes clients qui n'y sont pas. Je pense que c'est la base. Et rien que quand tu fais du commerce unifié, à la base, unifier ton catalogue produit, et optimiser, rationaliser, c'est une bonne chose. Et moi qui précédemment travaillais sur un site alors qui était monoboutique PrestaShop avec création des fiches produits en dur à l'intérieur, là le PIM, tu as des outils de filtrage, c'est vraiment beaucoup plus puissant qu'un PrestaShop, un catalogue PrestaShop de base, quoi. Qui est déjà très bien. Mais alors là, on passe vraiment en stade Formule 1. La phase d'après, je t'ai lancé là-dessus tout à l'heure, c'est qu'il faut communiquer avec les outils des commerçants. Sur 200 associés, il y a combien d'outils différents ? Il y en a 4, mais
C'est déjà bien. Ils ont tous des bases de données différentes. Donc, potentiellement, une montre Casio, par exemple, va être libellée Casio A dans un magasin et A.X dans un autre magasin parce que pour lui, c'est plus parlant de rajouter le point X derrière. Donc, du coup, pour tout ce qui est reconnaissance de stock en magasin, lecture du stock en magasin et du coup, pour pouvoir proposer un retrait en 2 heures pour un client, il faut que j'arrive à harmoniser tout mon référentiel produit dans les magasins. Donc, dans les 350 magasins, puisque moi, je vais définir quelle est la vérité, si je puis dire, mon référentiel produit attendu, mais je n'ai aucune maîtrise de ce qui va être réellement saisi en magasin. Et du coup, il y a de la vérification du contrôle. Donc il y a du contrôle, mais a posteriori, et on essaye de travailler sur un push de référentiel produit dans les magasins. Mais alors là, je parle à quelques années, là, c'est mon rêve, mais c'est pas pour tout de suite. Mais donc, ce qui fait foi, c'est bien le PIM. C'est le PIM, ouais. Ok, d'accord. Donc, il y a le PIM pour la gestion des commandes, PrestaShop, on y viendra tout à l'heure. Et ensuite, il y a l'orchestrateur de commandes, puisque tu vas permettre à 350 points de vente, du coup, de faire du shipping, de faire du click and collect dans leur magasin. Et pour ça, vous avez choisi OneStock. Oui. Pourquoi ? Alors, j'ai tapé sur Google orchestrateur de commandes et je suis tombée sur OneStock. Non, et après, on a fait un appel d'offres. Donc, il y avait OneStock et 2 autres compétiteurs. Et c'est OneStock qui nous a le plus convaincus. Et honnêtement, on n'en est pas déçus. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à pas en être déçus. Donc, ça marche plutôt bien. Alors, pour les plus juniors en e-commerce d'entre nous, est-ce que tu peux me dire ce qu'est un orchestrateur de commandes ? Alors, un orchestrateur de commandes, en fait, nous, à la base, on avait besoin surtout d'un agrégateur de stock. Donc, justement, c'était quelqu'un qui puisse consolider tous les stocks de nos 250 magasins sous enseigne. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une collaboration avec, justement, les éditeurs des caisses en magasin, leur faire remonter tous les stocks au moins une fois par jour. On aimerait bien plus souvent, mais pour l'instant, c'est ça. Au moins une fois par jour, à un format lisible et que OneStock puisse intégrer. Donc ça, c'est bon, on a réussi. Et donc OneStock nous permet d'avoir le stock donc mis à jour tous les matins sur les 250 points de vente, quelle que soit l'enseigne, etc. Pas les indépendants. Et pas les indépendants parce que derrière, il n'y a pas de site internet. On pourrait avoir le stock des indépendants, on pourrait leur faire en effet shipper des commandes à des clients, mais pour l'instant, on ne mélange pas les enseignes. Donc si on n'a pas d'enseigne, on n'est pas sur OneStock. Et donc l'orchestration de commande, ensuite, donc ça c'est la première brique, c'est vraiment le prérequis. Ensuite, l'orchestration de commande, c'est un algorithme qui va dire si tel magasin correspond à tel critère. Donc, le premier critère, c'est forcément d'avoir le produit en stock. 2, c'est que le produit, soit supérieur à tel prix, etc. Dans ce cas-là, OneStock va envoyer la commande à tel ou tel magasin pour lui proposer de capter la commande et donc de faire l'expédition au magasin. C'est dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu définis les critères sur lesquels une commande va être... Il y a une sorte d'aiguillage, c'est ça ? Ouais, exactement. Et le premier aiguillage qui se fait sur le click and collect, de toute façon, c'est le client qui le fait. En fait, c'est lui qui va choisir son magasin de retrait. Donc, la vraie orchestration, elle se fait plutôt à partir du moment où on fait du ship from store, donc de l'expédition à partir du magasin, où là, le client donc, reçoit chez lui un colis qui a été préparé dans un magasin, mais le client n'en sait rien, en fait. Ça pourrait venir de... Et là, les critères, ça va être quoi ? La proximité, Alors le stock justement disponible. C'est le stock disponible en premier, c'est le rattachement du client justement au magasin. En fidélité, c'est exactement. Ça. Et le prix du produit. On essaye de pas faire de colis pour des commandes trop peu chères. Okay. Parce que ça aussi, c'est un gros travail d'évangélisation, c'est que les magasins à la base sont pas forcément des spécialistes de l'expédition. Donc il a fallu aussi là mettre en place, leur envoyer des kits carton, emballage, scotch, et puis leur faire des vidéos pour leur apprendre comment emballer pour une expédition, ce qui n'est pas leur cœur de métier à la base. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un gros chantier, mine de rien. Un gros chantier, et du changement et de l'accompagnement et de la formation des équipes. Et organiser la collecte par Colissimo qui passe dans les magasins une fois que le magasin a déclaré qu'il avait préparé un colis. Et donc, pour que le facteur passe chercher le colis. Ok, compris. Donc, OneStock, Akeneo pour le PIM, un ERP que vous avez en interne, plus les différents ERP qu'il y a dans les boutiques. Et PrestaShop en e-com. Alors, vous étiez sous Magento avant de passer à PrestaShop. Il y avait du coup 2 sites e-com, c'est ça ? Oui. La Guilde et Julien Dorcel, qui étaient tous les deux sous Magento. Oui. Et Montre & Co, qui était sous un système un dev sur spécifique, mesure. Un dev sur mesure. Ouais.
Pourquoi quitter Magento ? On avait une vieille version de Magento, donc de toute façon, on était en 1.1 quelque chose, pas en 2 en tout cas. Et en fait, non, quand on a lancé l'appel d'offres, on n'était pas persuadé qu'on voulait rester sur Magento. On était intéressé par PrestaShop. Et quand on a fait l'appel d'offres, on a dit aux agences qui répondaient qu'elles pouvaient nous proposer ce qu'elles voulaient. Et donc, en effet, on a eu des réponses. Pardon, chers auditrices, chers auditeurs, c'est le genre d'infos qu'on aime bien avoir en tant qu'agence. Faites-nous votre recommandation, vous, les a priori professionnels. C'est ça. Exactement. Donnez-nous vos convictions, vos vraies recommandations, ou alors faites-nous une double proposition, l'une sur Presta et l'autre sur Magento. Donc on a eu quand même pas mal de réponses sur PrestaShop, peut-être qu'on avait un peu aiguillé quand même finalement. Et donc on a eu des convictions, des agences qui sont arrivées avec leurs convictions, leurs chiffrages, etc. Et puis on a été convaincus par une agence qui nous conseillait surtout de faire sur PrestaShop, qui nous a fait une deuxième proposition sur Magento parce qu'on leur a demandé, parce qu'on voulait voir la différence. Et puis finalement on est parti avec eux et sur PrestaShop. Attends, répète, pardon, ils ont fait une première proposition sur sur PrestaShop d'abord, on leur a demandé ce que ça aurait donné sur Magento et puis on est parti sur PrestaShop. Ils maîtrisaient Magento ? Ouais, ils maîtrisaient. Ils ont proposé, on peut vous le faire sur Magento, ça aura tels avantages, tels inconvénients. Et puis vous pouvez le faire aussi sur PrestaShop et ça aura tels avantages, tels inconvénients. Ok. Et tel coût. Et ils l'auraient fait en interne ? Ouais. Ils avaient la double compétence, c'est rare ça ? Enfin, c'est rare. Je sais pas si c'est rare parce que c'est une petite agence. Je sais pas si vous acceptez de donner son nom. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Fort volontiers, c'est l'agence Celaneo qui est basée à Paris. Voilà, qui est pas une grande agence du coup, mais qui avait les deux compétences en interne. C'est intéressant ça. Tu m'as dit tout à l'heure en préparant cet épisode. Enfin, je te posais plutôt la question à toi, Sophie, si je dis pas de bêtises, mais la part du choix de l'humain, parce que c'est l'Anéo, c'est ça, vous avez fait une impression super, mais c'est une petite anecdote sur le... Super impression, et c'est vraiment ça qui nous a donné envie de travailler avec eux, c'est quand même important de savoir avec qui on va travailler, et la part de conviction de l'agence justement sur le choix de PrestaShop. Et moi, c'est plutôt la part de conviction que j'avais dans l'agence qui m'a fait ensuite les suivre aussi sur PrestaShop, même si en effet, dès le départ, j'étais intéressée par PrestaShop. Mais voilà, voir cette conviction-là, pas mal d'arguments d'ailleurs, hyper rationnels. Moi, je suis assez rationnelle, donc j'aime les arguments très rationnels. Et donc voilà, la personne qui nous a qui est donc le directeur de l'agence, qui a répondu à l'appel d'offres, qui nous a montré qu'elle, en tout cas a priori, qu'elle maîtrisait bien le sujet, qu'elle maîtrisait les deux sujets, qu'elle était capable de comparer, et voilà, et qui nous a embarqué avec elle sur notre collaboration qui dure depuis. Donc un choix basé principalement sur de l'humain ? Ouais, tout à fait. À 70%, 75%, c'est ce que tu me disais en préparant l'entretien, c'est intéressant. C'est ça. En sachant ce qui est assez rigolo, alors, désolé pour eux, ils se reconnaîtront, mais suite à quand Celaneo a eu l'appel d'offres, une agence qui se présentait aussi a dit mais vous êtes fous, ça marchera jamais votre projet avec PrestaShop, ils n'y arriveront pas. Et Celaneo, et ça marche. Mais je pense pas, ce que je dis souvent, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Non mais en vrai, la solution, il n'y a pas de problème avec des solutions. Il y a effectivement des solutions qui sont parfois plus simples à trouver que d'autres, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire un site qui fasse 10, 20, 50, 100 millions d'euros de CA. C'est pas forcément votre cas, mais pas encore, peut-être un jour. Sur un Presta, sur un Shopify, sur un WooCommerce, si c'est bien géré, bien optimisé et bien développé. Enfin, c'est ça. Cool. Racontez-moi du coup cette migration pour arriver au système que vous avez aujourd'hui, qui est du coup un back-end PrestaShop pour gérer 3 sites e-com front. C'est ça. Il a fallu, j'imagine, les concevoir, en faire l'idéation, faire ensuite l'exécution, la réalisation, la migration qui a dû être aussi pas forcément une mince affaire. Enfin, vous allez me raconter. Je passe la parole à moi. À toi. Allez, vas-y Mathieu. Alors moi je suis arrivé. Tu arrives à quel moment Moi je suis arrivé en cours de route. L'agence était choisie, les refontes étaient enclenchées, le cahier des charges avait été rédigé par Sophie, donc il y avait déjà une grosse partie du travail qui était enclenchée et on commençait à avoir les sites en pré-prod pour tester. On commençait à rapatrier des contenus, à tester des fonctionnalités. Il fallait quand même rajouter pas mal de... Moi, j'ai une grosse culture service client qui n'avait pas forcément été pensée directement, donc il a fallu rajouter pas mal de fonctionnalités service client, mais ça s'est fait très simplement. Et puis la migration de Magento PrestaShop, alors on est sur un PrestaShop 1.7, c'est Celaneo qui l'a géré. Moi, honnêtement, en toute transparence, j'ai l'impression qu'ils ont fait un copier-coller
et tout est passé de Magento à PrestaShop. On a récupéré tout l'historique de commandes en une journée. Enfin voilà, pour moi, c'était totalement transparent. Le Magento était tweaké beaucoup ou pas beaucoup ? C'est une bonne question. Moi, en fait, le Magento, moi, je suis arrivé, Magento, il restait un mois de Magento ou quelque chose comme ça. Donc, c'était pas... Enfin, ouais, un petit peu plus. Et puis, le Magento, moi, je connais que PrestaShop, en fait. Magento, j'ai regardé, mais... c'était un peu plus, pour moi, rupestre. Voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise sur ce PrestaShop. Et pour moi, la migration Magento-PrestaShop s'est fait vraiment très, très simplement. Très simplement en termes de contenu, de fichiers de base client, de commandes, journal de vente, etc. Ce qui a été un peu plus compliqué sur Montrenco, qui était un développement spécifique. Mais là, pareil, l'agence a bien bossé. Et puis, PrestaShop a bien intégré les données. C'est un enjeu, hein, et nous, on dit souvent en phase amont, en phase de conception et de chiffrage, que la migration, ça peut être un copier-coller, aussi simple qu'un copier-coller, ou aussi complexe qu'un développement spécifique pour lequel il va faire plein de routines qui vont tirer de la donnée, la remettre en forme, l'analyser, la cleaner, et ça peut être assez complexe. Et ce qui arrive souvent, enfin nous, ce qui nous arrive souvent, c'est donc tu crées ton script qui va faire ton import et que tu optimises jusqu'à arriver à un import qui est clean. Donc ça peut être... Enfin, j'ai un peu envie de dire, c'est parfois la boîte de Pandore. Et tant que t'as pas ouvert le capot, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, quoi. Après, peut-être que l'agence nous s'est arraché les cheveux et ne nous l'a pas montré. Hein. Moi, non, mais ils sont certainement. En tout cas, je dis pas, mais du coup, il y a eu ça a été plus complexe sur un développement spécifique. Tout à fait. Il y a des histoires de fichiers de photos où ça a été un enfer parce que les fichiers étaient nommés avaient une nomenclature vraiment très spécifique. On a perdu pas mal de fichiers photos, par exemple, dans cet import de dev spécifique. Ça a été un gros coup de stress à quelques jours de la migration, parce qu'à un moment, il faut bien fixer une deadline, et on s'est rendu compte que, sur ce qu'on récupérait en import, c'était très compliqué. Et c'est là où on se rend compte quand même que quand on est sur en tout cas, c'est mon impression, des refontes de gros CMS bien standardisés, type Magento, PrestaShop ou je pense Shopify ou autre. Je pense quand même que c'est plus simple parce que les agences ont plus l'habitude que de se plonger dans un dev spécifique. Où là, il faut essayer de le comprendre, etc. Pour peu qu'il ait été en plus bien documenté. C'est ça. OK pour la migration. Sur la partie conceptualisation, il y a du coup un back-office qui sert les 3 sites. Oui. Et les fronts, à quel point est-ce que vous avez cherché à avoir un dénominateur commun ou un template Alors, il y a un template commun. Après, si les gens qui nous écoutent vont sur les 3 sites, ils vont bien se rendre compte qu'il y a des traits communs. Après, c'est juste un changement de charte graphique. Tout ce qui va être wording, puisqu'on ne parle pas de la même manière sur Julien Dorcel que Guilde des Orfèvres ou Montrenco. Mais après, on est sur Mais la coquille, donc... la coquille est concrètement la même. Après, il y a quelques spécificités quand même pour distinguer, mais voilà, le tronc est le même. C'était l'objet aussi de rationaliser. C'était un sujet important de l'appel d'offres, c'était de dire on veut des coulisses communes, mais on veut des fronts distincts, parce que nos 3 enseignes sont quand même très différentes. On vend pas les mêmes produits, c'est pas du tout le même positionnement, donc c'est important. Et nos associés de chacune des enseignes ont besoin aussi de se sentir chez eux sur leur site. C'est un enjeu, du coup, alors, vous pouvez y aller, chers auditrices, chers auditeurs. Guilde des Orfèvres, Julien Dorcel et Montrenco. Et du coup, cette différenciation, elle va se retrouver à quel endroit ? Par exemple, sur les pages magasins, sur Guilde des Orfèvres, on est par exemple sur les visuels magasins, les photos des magasins qui sont beaucoup plus grandes. L'information, on mise plus sur l'aspect visuel. Julien Dorcel, les visuels pour magasins sont un petit peu plus petits et sont grosso modo les mêmes sur Montrenco. Après, je crois que c'est surtout la charte graphique qui différencie les sites. Guilde des Orfèvres est sur quelque chose d'un peu, je sais pas, qui pour moi évoque un peu quand même le luxe, quelque chose de noir, classe. Mais sinon, après, les éléments sont disposés grosso modo de la même manière. Après, c'est vrai qu'on a été confronté sur les 3 maquettes graphiques à justement opérer des changements, pour que justement les 3 sites soient quand même différents. Et en fait, faire du changement pour faire du changement, quand on a l'impression d'avoir la meilleure fiche produit, le meilleur tunnel d'achat, on va pas se forcer à faire un truc moins bien. Donc sur justement le tunnel d'achat, enfin on y a passé quand même un certain temps. Alors il est toujours pas parfait malheureusement, mais mais en tout cas on essaye de le perfectionner. Et une fois qu'on s'était arrêté sur justement ce qui nous semblait être le mieux,
on l'a quand même utilisé pour les 3 sites, mais avec la charte graphique justement et peut-être une petite pastille promo, etc. qu'on va mettre chez Julien Dorcel, mais pas chez Guild, ou qu'on va mettre aussi chez Montrenco, ou chez Montrenco on vend que des montres, donc on va mettre plus en avant certaines caractéristiques. Voilà, mais c'est vrai qu'à certains moments on se disait non mais on va pas se forcer à faire des trucs moins bien. Si on est sûr de nous là, on va le mettre partout. Et du coup, des changements, alors ça se voit bien sur le site, mais d'univers, donc de code couleur, et puis aussi de header et de footer qui vont être un peu différenciés. Donc conception, intégration, migration. Sur la migration, j'imagine que comme vous repartez de zéro, en plus sur un nouvel univers, il y a potentiellement plein de nouvelles informations qu'on peut faire entrer sur les fiches produits. Donc il y a aussi une mise à jour du catalogue, packshot, shooting, info. Alors oui, après ça c'est un énorme travail, hein, la gestion d'un catalogue, c'est vraiment au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'équipe on a deux rédactrices web en fait qui s'occupent d'alimenter le catalogue. Donc ouais, c'est un énorme travail de pouvoir enrichir, d'avoir plus de visuels possibles à mettre en ligne. Après c'est un travail qui se fait à la main, quoi. Donc ça demande beaucoup de temps et de rigueur pour pas se tromper. Mais oui, ça fait partie des chantiers pareils au quotidien. Le SEO se gère dans le PIM en partie, du coup, sur la fiche produit ? Sur la fiche produit, oui. Ok. Conception, front, migration, nouvelle fiche produit, puis j'imagine mise en ligne. Alors le projet, Sophie, tu me disais tout à l'heure que tu as écrit le cahier des charges en novembre 2020. La première mise en ligne a eu lieu en octobre 2021, donc moins d'1 an après. C'était quel site ? Julien Dorcel, le 18 octobre. On lui a fêté son anniversaire récemment. Julien Dorcel, qui est le plus important, le moins important, au milieu ? Stratégiquement, qui est le... Pardon, en termes de volume, je précise. Stratégiquement, et puis même par rapport aux associés, etc., c'est là où il y a le plus de boutiques, donc c'est là où il y a le plus d'associés. C'est celui aussi qui draine le plus de trafic, et puis qui, historiquement, est la plus vieille marque de la coopérative, donc c'était le chantier prioritaire. Ouais. Alors, pourquoi commencer par le plus ancien ou le plus important ? En fait, on avait envie de... Pardon, pour préciser ma question, parce que j'avais posé en préparant cet entretien, j'aurais machinalement commencé par celui qui a peut-être le moins de visibilité ou le moins de volume pour essuyer les plâtres. Ouais, non, en fait, on voulait faire un site internet qui marche, qui soit dans les standards du e-commerce actuel, avec les codes du e-commerce, qui soit justement avec un super tunnel d'achat, des fiches produits fantastiques, vraiment voilà, un site performant de e-commerce. Et donc c'était pour Julien Dorcel, il fallait le faire de toute façon, alors que pour notre enseigne Guild des Orfèvres, qui est donc un positionnement plus haut de gamme. Les gens n'ont pas forcément sur Internet avant d'aller en bijouterie, etc. Et nos bijouteries Guild des Orfèvres ont beaucoup plus de spécificité. C'est des bijouteries familiales, souvent c'est la 3e ou la 4e génération, très connues dans leur ville, souvent en province. Voilà, c'est vraiment des bijouteries traditionnelles, plus traditionnelles on va dire, et donc beaucoup moins déjà Internet, et les associés ont plus de particularités, alors que sur nos sites et nos magasins Julien Dorcel, c'est plus cadré, c'est plus facile. Et donc on voulait faire une maquette, en tout cas un site, un prototype qui marche, et sur lequel ensuite on collerait Guild des Orfèvres, pour que ce soit aussi un site e-commerce qui fonctionne avec des belles fiches produits, un beau tunnel d'achat, etc. Mais sans prendre en compte forcément toutes les spécificités locales, pour que ça reste un site e-commerce performant. Compris. Ça va faire 2 ans du coup que le projet a commencé, 1 an que le site est live. Est-ce que Mathieu, tu peux nous partager les principaux apprentissages ? Qu'est-ce que tu referais ? Qu'est-ce que tu ferais différemment sur la phase de build entre novembre 2020, novembre 2020, novembre 2021, et la phase de run aujourd'hui? Alors moi, je referais tout pareil, on va dire. Je referais tout pareil. Après, ce que je retiens en point de tension, c'est la migration de Montrenco d'un dev spécifique sur PrestaShop. Ça a été vraiment quelque chose de pas compliqué à gérer, mais ça s'est fait moins naturellement que la migration Magento PrestaShop. Donc ça a créé quelques tensions. Sinon, après, je referais exactement la même chose. Après, ce que je retiens, c'est que, en tout cas, ça a permis de décloisonner au niveau de Signalia l'ensemble des services.
Ne serait-ce qu'entre nous, parce qu'en fait, dans ce projet-là, le projet Figitalia, l'ensemble des services est impacté et impliqué pour pouvoir le réaliser, que ce soit le service informatique avec Sophie, notre service logistique, qui a dû intégrer toutes ces questions d'orchestration aussi, le service communication, le service produit, enfin voilà, l'ensemble de Signalia est impliqué dedans. Et puis pareil, avant, les associés, donc les magasins, vivaient un petit peu dans leur coin et se réunissaient à des occasions de conseils d'administration pour définir des stratégies. Là, aujourd'hui, on est obligé, et c'est très bien, de travailler avec eux au quotidien, et eux doivent travailler au quotidien avec nous. Donc ça a fait vraiment voler en éclats tous les cloisonnements, on est obligé. Maintenant, on est vraiment obligé de travailler ensemble, mais c'est avec un grand plaisir parce qu'il y a de l'humain derrière et nos associés sont adorables et les vendeuses en magasin également, et on a tous le même but, la même envie de faire avancer nos enseignes. Donc c'est vraiment quelque chose. Voilà, le commerce unifié, c'est vraiment quelque chose qui rapproche les humains dans une entreprise, une société, une coopérative. C'est très très beau, on pourrait s'arrêter là-dessus. Non, mais humainement ça rapproche. Et du coup, ça me fait poser une question. Combien de personnes en centrale, en permanent, dans la coopérative ? On est 70. Ouais, c'est ça. Sur combien en tout, vous connaissez le chiffre ? De collaborateurs en magasin ? Ils sont peut-être 3, 4, 5 en moyenne. Faut multiplier par le nombre de magasins. 350, des fois peut-être un peu plus, un peu moins. Donc c'est en moyenne. Ouais. Donc 70 personnes. Tu as dit tout à l'heure que vous aviez un entrepôt en centrale qui sert le site web, enfin les sites web ou le e-commerce, ou qui sert aussi qui sert également les boutiques. Ils ont deux canaux. Ils ont les magasins qui les contactent pour faire leur réassortiment de produits. Voilà. Et puis ils gèrent aussi les envois du site web. Et alors, je crois pas avoir posé la question tout à l'heure, mais quand une commande est totalement hors réseau, donc une commande en ligne qui part du stock, comment se fait la répartition de revenus, la commission ? Donc là, non, ça rentre dans le chiffre d'affaires du site internet qui va servir à payer Mathieu, son équipe, les écrins, enfin voilà, on a évidemment des coûts. Des coûts de structure, quoi. Ah oui, ouais. Sur quoi vous êtes jugé ? Pour la partie web, pardon. Comment est-ce qu'on juge que c'est un succès ? Vous avez défini des KPI sur lesquels je crois qu'on a tous des KPI différents en fonction de nos services. Moi, je sais que j'intègre la partie service client au sein de mon service. Donc moi, un KPI, ça va être un délai de réponse, un taux de satisfaction aux demandes clients. On travaille par exemple avec Avis Vérifié. Donc moi, ça c'est déjà un bel avis, c'est déjà une première récompense. Il y a aussi une question de service client. Tu parles de clients finaux. Finaux, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Parce qu'on pourrait intégrer, je le dis ça, on pourrait intégrer le client interne aussi dans la satisfaction. Oui, alors aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, quand ça se passe mal, moi, je sais que j'ai l'associé qui m'appelle directement en me disant qu'est-ce qui se passe là sur le site. Voilà, votre catalogue est pas à jour. Sur Internet, c'est marqué 100 €. Moi, je le vends 120. Le client veut l'acheter à 120 en boutique. Il y a un souci. Donc ça, aussi, voilà, c'est aussi une exigence. Donc voilà, que ça se passe bien avec les clients finaux, que ça se passe bien avec nos associés. Moi, j'ai comme critère aussi que les sites soient performants et tournent en permanence. Enfin voilà, qu'il n'y ait pas de faille, de défaillance technique. Et puis après, il y a aussi des indicateurs de chiffre d'affaires et d'objectifs à atteindre. Moi, c'est ça, mais voilà, mon taux de satisfaction, c'est ça. Mais ma priorité, c'est quand même les clients finaux et les associés. Et toi, Sophie ? J'aurais dit la même chose, c'est la satisfaction des clients. Et nous, en effet, on est à la fois sur du B2B et sur du B2C. Donc, nos associés sont nos clients aussi. Et on les connaît bien, donc on les a facilement s'ils sont pas satisfaits justement d'une commande qui leur a été envoyée ou que sais-je. On est vite informé. Pour les clients finaux, on est moins vite informé, mais on a justement du avis vérifié ou des mails de réclamation au service client qui peuvent nous... Voilà, moi, la DSI de cette coopérative, c'est une boîte à outils, donc le but, c'est que tout roule. Hein. Les associés, les boutiques ont accès à quels outils ? À tous les outils. Enfin, qu'est-ce qu'ils consultent régulièrement dans leur quotidien ? PrestaShop, ils se connectent ? Non, PrestaShop, c'est à moi. C'était ferme. non, PrestaShop. OneStock, c'est en gros OneStock. Après, je sais pas. Ils ont ça, ils ont leur caisse surtout, et puis après, ils ont un portail de passage de commande justement pour leur réassort à eux. À l'entrepôt en centrale. Ouais. Et ça, c'est sur quel outil ?
Ce n'est pas encore sur PrestaShop, mais ça pourrait le devenir. Ça pourrait le devenir. Super épisode sur le sujet que je vous recommande, chers auditrices, chers auditeurs, avec Michael Ostruy de Project X Paris. Lui, eux, ils font... alors, je crois qu'ils font 60 millions en tout, mais une vingtaine de millions en ligne. Et sur les 20 millions, il y en a 5 qui sont en B2C, donc des clients particuliers, et 15 qui sont... ils intègrent comme le réassort des boutiques. Et ils utilisent PrestaShop comme outil de réassort. Donc, vous devriez vous parler si vous y allez. Il y aura certainement des choses à apprendre. Et vous, chers auditrices, chers auditeurs, ça peut être intéressant. On en était aux outils. Voilà, donc, ils pourraient se connecter. Et tu as dit tout à l'heure que vous aviez un outil de mise à jour pour Google My Business. Ça, c'est un développement spécifique ? Non, c'est un prestataire avec qui on travaille, Okay. Qui s'appelle Ubiflow. Et donc, c'est un agrégateur de fiches magasins pour mettre à jour les annuaires sur Internet. Donc, il y a évidemment Google My Business et certains autres. Le but, c'est d'avoir des informations homogènes partout. Et du coup, on en a profité pour faire des connecteurs avec nos sites Internet et l'orchestration de commandes. Parce que tu peux pas promettre à un client que sa commande va être prête dans les 2 heures si le magasin est fermé. Donc l'orchestrateur de commande doit connaître les horaires des boutiques. Formidable. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. Sophie, Mathieu, merci infiniment pour votre transparence et vos enseignements. C'était riche, une belle migration qui s'est bien passée. 3 sites... Enfin, 3 sites et le premier qui sort en moins d'un an, c'est vraiment pas mal. Merci infiniment. Vous pouvez retrouver Mathieu Rucheton et Sophie Gély, j'ai pas fourché cette fois, très bien. Mais Sophie Gély sur LinkedIn. Et évidemment, allez consulter les sites de Julien Dorcel, de la Guilde des Orfèvres et de Montrenco pour voir tout ce dont on vient de parler. Merci à vous. Merci. Et merci à vous tous. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.